Mes parents ont proposé de payer mon mariage mais m'ont envoyé la facture après avoir offert 400 000 $ à ma sœur. Mais ils ont été choqués lorsque je leur ai donné le chèque et cette lettre. Je n'ai jamais eu la meilleure relation avec mes parents, mais ce n'était pas terrible non plus. Ils ont toujours montré du favoritisme envers ma sœur, Sarah, mais j'ai appris à vivre avec. Sarah, aujourd'hui âgée de 32 ans, était ce qu'on pourrait appeler l'enfant doré, et moi, à 28 ans, j'avais l'habitude de vivre dans son ombre. J'ai grandi en la voyant recevoir les derniers téléphones, de plus beaux vêtements et plus d'attention, tandis que je me contentais de ses affaires usagées et que je travaillais dès l'âge de 16 ans pour payer les choses que je voulais. Je ne me plaignais pas trop, je comprenais que mes parents n'étaient pas obligés de me donner autre chose que l'essentiel. De plus, j'étais fier d'être indépendant. Le vrai choc est venu lorsque Sarah s'est mariée il y a 3 ans, et que mes parents lui ont offert, ainsi qu'à son mari, l'incroyable somme de 400 000 $ comme cadeau de mariage, qu'ils ont utilisé pour acheter une magnifique maison dans un quartier luxueux. À l'époque, j'étais sincèrement heureux pour elle, même si cela me faisait un peu mal. J'avais ma propre vie, je réussissais bien en tant qu'ingénieur logiciel, j'avais économisé une somme importante et je sortais avec Tom, qui allait devenir mon mari. Je pensais que mon tour viendrait et je ne me suis pas attardé sur le fait que mes parents ne m'avaient jamais donné quoi que ce soit d'aussi important que ce qu'ils avaient donné à Sarah. Après tout, je ne m'y attendais pas. 1 an plus tard, Tom m'a demandé en mariage. Nous étions ensemble depuis des années et il était tout ce dont j'avais rêvé chez un partenaire. Nous avions prévu un mariage modeste, rien de trop extravagant, car nous voulions économiser pour l'avenir. Aucun de nous ne voulait dépenser toutes nos économies pour une seule journée, aussi spéciale soit-elle. Nous avions budgété environ 36 000 $, ce qui nous semblait raisonnable pour le type de mariage que nous souhaitions, élégant mais sans excès. À ma grande surprise, mes parents ont proposé de payer l'intégralité du mariage. J'ai été touché, comme si, pour une fois, ils me considéraient comme aussi importante que ma sœur. Ils semblaient enthousiastes, nous demandaient des informations sur les lieux et les prestataires, et semblaient vraiment intéressés à nous aider. Je ne me suis pas posé de questions sur le montant. J'ai supposé que, puisqu'ils avaient déjà fait tant pour Sarah, peut-être voulaient-ils aussi faire quelque chose pour moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me donnent une somme aussi élevée que celle qu'ils avaient donnée à Sarah, mais leur offre de couvrir le mariage me semblait généreuse. Le jour du mariage était parfait. Nous avons eu une petite cérémonie intime avec nos proches, exactement comme nous le voulions. Mes parents ont fait des discours, ont dansé avec nous et semblaient vraiment heureux. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression qu'ils me traitaient enfin à égalité, comme s'ils étaient fiers de moi. Tom et moi avions prévu de partir en lune de miel la semaine suivante, mais nous avions d'abord quelques engagements professionnels à gérer. 2 jours après le mariage, j'ai reçu un email de mon père. Ce n'était ni un mot sincère ni une carte cadeau, comme je l'avais imaginé. À la place, c'était une facture détaillée en pièces jointes au format PDF, listant toutes les dépenses qu'ils avaient payées pour le mariage. L'email était bref et froid, merci de régler cela dès que possible. Ta mère et moi attendons un paiement rapide. Je suis resté figé devant l'écran, incapable d'y croire. La facture s'élevait à 34 546,89 $, détaillant chaque arrangement floral et chaque amuse-bouche à la centime près. Tom m'a trouvé assise là, paralysée, et quand je lui ai montré l'email, il était furieux. Ce n'était pas une question d'argent, nous pouvions payer si nécessaire, mais ce n'était pas le problème. Mes parents avaient proposé de payer le mariage. Je ne leur avais pas demandé de couvrir la moindre dépense, c'est eux qui étaient venus vers moi, m'avaient offert cela comme un cadeau et semblaient même ravis de participer aux préparatifs. Lors du mariage, ils se vantaient même d'être de bons parents qui avaient payé le mariage de leur fille. Plus j'y réfléchissais, plus j'étais en colère. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était l'aboutissement de toutes ces années à être traité comme inférieur à Sarah. Lorsqu'elle s'est mariée, ils lui ont offert 400 000 $ en cadeau, sans condition. Ils ne lui ont pas demandé de rembourser un seul centime, et pourtant, ils m'envoyaient maintenant une facture pour mon mariage, comme s'il s'agissait d'un prêt. Ce que ce n'était pas, car ils n'avaient jamais mentionné cela. Le lendemain matin, après une nuit blanche à en discuter avec Tom, j'ai pris une décision. J'ai envoyé un chèque à mes parents pour le montant total, mais j'y ai également joint une lettre. Je ne voulais pas les confronter directement, car je savais que je ne pourrais pas contenir mes émotions, et je ne voulais pas que cela se transforme en dispute. Dans cette lettre, j'ai expliqué à quel point j'étais blessé. Je leur ai rappelé que j'étais indépendante depuis mes 16 ans, que je payais mes propres affaires tout en les regardant offrir tout à Sarah. J'ai écrit que lorsqu'ils avaient proposé de payer le mariage, j'avais naïvement cru qu'ils me traitaient enfin avec la même affection et attention qu'ils avaient toujours eue pour ma sœur. Au lieu de cela, ils m'avaient trahi. Je n'ai pas mâché mes mots, je leur ai dit que pendant toutes ces années, j'avais laissé passer tant de choses et n'avais jamais rien dit sur la manière dont ils traitaient Sarah et moi différemment. Mais ce que je ne pouvais pas accepter,
C'était cette tromperie cruelle. Il m'avait fait croire qu'il m'offrait un cadeau, pour ensuite me demander de payer, comme si j'étais une étrangère et non leur fille. J'ai également écrit que ce serait notre dernière interaction financière. Désormais, je refuserai toute aide, tout soutien ou tout cadeau de leur part, et j'ai clairement indiqué que je ne voulais plus rien d'eux à l'avenir, pas même un héritage. Je leur ai dit qu'ils pouvaient tout donner à Sarah, comme ils l'avaient déjà fait pour tout le reste. J'ai envoyé le chèque et la lettre, puis j'ai bloqué leur numéro. Tom a soutenu ma décision, et j'ai ressenti un immense soulagement après avoir tout envoyé. Ils sont restés complètement silencieux pendant plusieurs jours. Puis, les messages ont commencé à affluer de la part de parents éloignés. Tantes, oncles et amis de la famille ont commencé à m'appeler et à m'envoyer des messages, m'accusant d'être ingrate et dramatique. Ils disaient que mes parents avaient tant fait pour moi et que j'exagérais. Sarah m'a aussi appelé, criant que j'étais en train de détruire la famille. Elle disait que j'aurais dû simplement payer la facture sans faire d'histoire. Typique de Sarah, toujours de leur côté, comment aurait-il pu en être autrement? Je n'ai répondu à aucun d'eux, car je ne savais pas quoi dire. D'un côté, je pense que mes actions étaient justifiées. Après des années à être traité comme une option secondaire, cette situation était la goutte de trop, et je voulais enfin m'affirmer. Mais d'un autre côté, je ne peux m'empêcher de me demander si j'ai exagéré. Suis-je trop sensible? Était-il irrationnel de ma part d'espérer qu'il considère mon mariage comme un cadeau, tout comme il l'avait fait pour celui de Sarah? Aurais-je simplement dû accepter, payer la facture et passer à autre chose? La famille de Tom a été incroyablement soutenante tout au long de cette histoire. Ses parents ont été horrifiés en apprenant ce que mes parents avaient fait et ont pris des nouvelles de nous chaque jour. Mais les messages constants de ma famille commencent à me peser. Je me sens coincé et je ne sais plus si je suis en tort. Une partie de moi pense que j'avais tout à fait le droit d'être bouleversé et de me défendre, mais une autre partie se demande si j'ai créé une rupture irréparable dans ma famille. Peut-être aurais-je dû gérer les choses différemment. Mise à jour 1. Depuis mon dernier message, la situation a empiré. Je n'aurais jamais imaginé que le simple fait d'envoyer ce chèque et cette lettre déclencherait une telle réaction, mais nous en sommes là. Hier matin, je me suis réveillé avec un email de ma mère. Il est passé car elle a utilisé son adresse email professionnelle, que je n'avais pas encore bloquée. L'email était long et condescendant. Elle expliquait que la facture qu'il m'avait envoyée n'était pas censée être prise au sérieux. Selon elle, il n'avait jamais eu l'intention d'encaisser le chèque. C'était, d'après ses mots, une « leçon de vie » sur la responsabilité financière. Ils voulaient tester ma réaction, et une fois qu'ils auraient estimé que j'avais appris la leçon, ils auraient déchiré le chèque et m'auraient surprise avec un vrai cadeau de mariage de 100 000 $. Je n'en revenais pas. Une leçon de vie? Quel genre de parents trompent ainsi leur fille adulte? Après avoir lu cela, j'ai compris encore plus clairement que tout cela n'avait rien à voir avec l'amour ou l'équité, c'était une question de contrôle. Ils voulaient voir si j'allais me rebeller ou obéir aveuglément. C'était manipulateur et cruel. En réponse à l'email de ma mère, je lui ai envoyé une réponse brève. J'ai gardé mon message simple et direct. Merci de confirmer qu'il s'agissait bien d'un test délibéré et non d'un malentendu. Après l'avoir envoyé, j'ai aussi bloqué son email professionnel. Je savais qu'ils essaieraient encore de me contacter, mais je ne voulais plus jouer à leur jeu. Plus tard dans la soirée, la situation a encore dégénéré. Sarah s'est présentée chez moi à l'improviste. Elle a commencé à frapper à la porte en criant mon nom. Au début, je n'ai pas répondu, espérant qu'elle finirait par abandonner et partir, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est mise à crier à travers la porte, disant que j'étais puéril et que je faisais une montagne de pas grand-chose. Elle disait que nos parents voulaient juste m'enseigner la responsabilité, car ils étaient inquiets de ma gestion de l'argent. Ce commentaire, venant de Sarah de toutes les personnes possibles, m'a mis hors de moi. C'était la même femme qui n'avait jamais payé sa propre facture de téléphone, qui n'avait jamais travaillé un seul jour sans le soutien de mes parents, et pourtant, elle osait me donner des leçons sur la responsabilité financière? Pendant qu'elle continuait son discours, j'ai discrètement commencé à tout enregistrer sur mon téléphone. Je ne savais pas ce qui pourrait arriver ensuite, mais je voulais avoir des preuves au cas où la situation se compliquerait encore plus. Sarah a continué à me reprocher de détruire la famille pour une chose si insignifiante et que je devais simplement m'excuser auprès de nos parents et passer à autre chose. Elle disait qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de me blesser et qu'ils avaient toujours fait de leur mieux pour nous deux. Elle insistait sur le fait que je réagissais de manière excessive et que toute cette situation était de ma faute. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas ouvert la porte. Je suis juste restée assise là, écoutant, furieuse en silence. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, elle est partie, mais pas avant de me traiter d'égoïste et de m'accuser de vouloir couper les ponts avec la famille pour une question d'argent. Cette nuit-là, j'ai reçu encore plus de messages de parents éloignés. Apparemment, Sarah est allée directement voir mes parents après sa tentative ratée de me parler, et maintenant il rassemblait tout le monde contre moi.
Mon téléphone a été inondé de messages d'oncles, tantes et même d'amis de la famille. La plupart des messages suivaient le même schéma, me traiter d'ingrate, m'accuser de créer des drames inutiles et me supplier de m'excuser auprès de mes parents pour la façon dont je les avais traités. Un message, en particulier, m'a marqué. Il venait d'une tante avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Elle disait que j'avais de la chance d'avoir des parents qui se souciaient assez de moi pour m'enseigner ces leçons et que je devrais être reconnaissante qu'ils aient été prêts à dépenser autant pour mon mariage. Elle a terminé son message en disant que j'étais chanceuse d'avoir des parents qui voulaient être impliqués dans ma vie. Je n'en revenais pas de voir à quelle vitesse tout le monde s'était retourné contre moi. C'était comme si tous avaient décidé que mes parents avaient raison simplement parce qu'ils étaient ceux qui avaient l'argent et le pouvoir. Personne ne se souciait de la manipulation émotionnelle ou des années de favoritisme qui avaient mené à cette situation. Ils voyaient juste que je rejetais la prétendue générosité de mes parents, et c'était suffisant pour qu'ils prennent leur parti. À ce stade, Tom commençait à s'inquiéter de l'impact que cela avait sur moi. Il me demandait souvent si je voulais faire une pause des réseaux sociaux et éteindre mon téléphone quelque temps pour avoir un peu de paix. Il essayait de me rassurer, me rappelant que je n'étais pas en tort et soulignant toutes les fois où mes parents avaient favorisé Sarah et utilisé l'argent pour manipuler les deux. Le plus frustrant, c'est que je n'obtiens aucune vraie réponse. Pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur la vie que Tom et moi construisons ensemble. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire maintenant, juste attendre et espérer que les choses s'améliorent, je suppose. Mise à jour 2. Je voulais commencer par remercier tout le monde pour vos réponses. Bien que j'ai essayé de rester forte, les choses continuent d'évoluer. Quelques jours après la visite de Sarah, j'ai reçu un appel du frère de mon père, mon oncle. Je ne lui avais pas parlé depuis des années et honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre. Il n'a jamais été très proche de la famille, alors je pensais qu'il appelait pour me dire de réparer les choses avec mes parents, comme tout le monde. Au lieu de cela, ce qu'il m'a dit m'a laissé sans voix et m'a permis de voir les choses sous un tout autre angle. Il a commencé par dire qu'il avait entendu parler de ce qui se passait à travers la famille et qu'il avait ressenti le besoin de me contacter car, apparemment, ce n'était pas la première fois que mes parents faisaient quelque chose comme ça. Il y a 20 ans, un événement similaire s'était produit entre lui et mes grands-parents, les parents de mon père. Mon oncle avait refusé de se plier aux tactiques manipulatrices de mes grands-parents et, en conséquence, ils avaient sali son nom dans toute la famille, l'accusant d'avoir essayé de leur voler de l'argent et d'être ingrat pour tout ce qu'ils avaient fait pour lui. Il m'a expliqué qu'à l'époque, mon père ne l'avait pas soutenu, au contraire, il avait pris le parti de ses parents, ce qui avait provoqué une rupture entre les deux frères qui ne s'étaient jamais vraiment réparés. Mon oncle a dit qu'il s'était toujours senti abandonné par mon père et qu'il lui avait fallu des années pour comprendre comment notre famille fonctionnait réellement. L'entendre parler du passé, c'était comme entendre ma propre histoire, mais dans un contexte différent. Mes grands-parents avaient utilisé l'argent et la manipulation pour contrôler mon oncle, exactement comme mes parents essaient de le faire avec moi aujourd'hui. Plus ils parlaient, plus tout devenait clair. Mes parents n'agissaient pas de manière inhabituelle, ils répétaient un schéma instauré bien avant ma naissance. Ils avaient appris ce comportement de leurs propres parents, et mon père, ayant été complice de la situation de son frère des années auparavant, jouait maintenant le même rôle avec moi. Mon oncle a aussi mentionné que son refus d'obéir aux exigences de mes grands-parents avait eu de lourdes conséquences. Après le conflit, mes grands-parents l'avaient complètement coupé, financièrement et émotionnellement. Ils l'avaient transformé en paria familial, et encore aujourd'hui, certains membres de la famille croient aux mensonges que mes grands-parents ont racontés sur lui. Tout tourne autour du contrôle, m'a-t-il dit. Et quand ils n'ont plus pu me contrôler, ils m'ont effacé de leur vie, comme ça. Entendre l'histoire de mon oncle m'a donné des frissons. C'était un miroir de ce que je vis actuellement. Mes parents étaient furieux parce que j'avais refusé de jouer à leur jeu, et au lieu d'essayer de comprendre mon point de vue, ils avaient monté toute la famille contre moi. J'ai commencé à voir à quel point ce cycle toxique était profondément enraciné et à quel point mes parents étaient convaincus qu'ils pouvaient contrôler leurs enfants par la manipulation. Après ma conversation avec mon oncle, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à tout ce qu'il m'avait dit. Je me suis demandé si, au fond de lui, mon père n'agissait pas par culpabilité. Peut-être qu'il savait qu'il avait abandonné son frère toutes ces années auparavant et qu'il essayait maintenant de justifier ses actions en reproduisant les mêmes tactiques. Mes parents avaient construit leur relation avec Sarah et moi sur l'idée que nous leur devions quelque chose, et toute déviation de ce scénario était perçue comme une trahison. Mais plus j'y réfléchissais, plus il devenait évident que tout cela ne parlait pas de moi. Cela parlait d'eux, de leurs propres blessures non résolues et des dynamiques malsaines qu'ils avaient apprises de leurs parents. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à recevoir des messages de mes proches. Il était évident que Sarah s'était démenée pour retourner tout le monde contre moi. L'un de mes cousins, avec qui j'avais toujours eu une bonne relation, m'a envoyé un long message en disant que j'étais égoïste et irrespectueuse de ne pas apprécier tout ce que mes parents avaient fait pour moi. Elle m'a dit qu'il n'était pas trop tard pour arranger les choses, mais que je devais faire preuve d'humilité et m'excuser avant qu'il ne soit trop tard.
Son message était rempli du même discours que tous les autres, et c'était épuisant à lire. J'ai réalisé que j'avais grandi dans une famille où l'amour était conditionnel. Tout venait avec des obligations, l'aide financière, le soutien émotionnel, ou même quelque chose d'aussi simple que la célébration d'un événement comme un mariage. Et maintenant que j'avais refusé de suivre leurs règles, ils m'isolaient, exactement comme ils l'avaient fait avec mon oncle. Tom a été un véritable pilier pendant tout cela. Après l'appel avec mon oncle, nous nous sommes assis et avons eu une longue conversation sur l'avenir. Il m'a dit que peu importe ce qui se passe, nous affronterons cela ensemble et que je ne devais rien à personne, ni à mes parents, ni à Sarah, ni aux proches qui jouent soudainement au psychologue de salon. Son soutien est inébranlable, et je lui en suis infiniment reconnaissante. Puis quelque chose d'étrange est arrivé. J'ai reçu un message vocal de mon père, utilisant un autre numéro, probablement celui d'un proche. C'était la première fois qu'il essayait de me contacter directement depuis que j'avais envoyé la lettre et le chèque. Sa voix sonnait différemment, pas en colère ou autoritaire, comme je l'aurais imaginé. Il avait l'air fatigué. Dans son message, il a dit qu'il ne voulait plus se battre et qu'il était prêt à parler si j'étais ouverte à la discussion. Il ne s'est pas excusé et n'a pas reconnu ce qui s'était passé, mais quelque chose avait clairement changé. Peut-être qu'il commençait à réaliser que je ne céderais pas cette fois. Je n'ai pas encore répondu. Une partie de moi veut l'appeler pour voir s'il est possible d'avoir une conversation honnête, mais une autre partie sait que cela pourrait être une nouvelle tentative pour me faire culpabiliser et me forcer à céder. Les mots de mon oncle résonnent encore dans ma tête, ils n'admettront jamais qu'ils ont tort, parce qu'ils ne pensent pas l'être. Si je décide de parler à mon père, je dois être prête à ce que rien ne change. J'aimerais croire que mes parents peuvent évoluer, qu'ils peuvent enfin me voir comme une égale et non comme quelqu'un qu'ils peuvent contrôler. Mais je sais aussi qu'après des années de ce traitement, il faudra bien plus qu'une conversation pour réparer les dégâts. Autant j'aimerais une réponse claire, autant je suis toujours au même point qu'avant, et peut-être que c'est bien ainsi. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation, mais pour l'instant, j'essaie simplement de naviguer tout ça du mieux que je peux. Mise à jour 3. Je veux commencer par dire à quel point j'apprécie toutes vos réponses. Vos conseils et votre soutien m'ont été d'une aide précieuse alors que j'essaie de gérer ce chaos avec ma famille. Lorsque j'ai posté mon premier message, je ne savais pas où tout cela allait me mener ni ce que je voulais vraiment faire. Mais après avoir lu vos commentaires et beaucoup réfléchi, j'ai tiré des conclusions importantes. Quelque chose qui m'a particulièrement marqué dans vos réponses, c'est que beaucoup d'entre vous ont souligné à quel point j'avais passé des années à essayer de réparer ma relation avec mes parents, à vouloir recoller les morceaux et faire semblant que tout allait bien. Mais la vérité, c'est que j'ai enfin accepté que c'est parfaitement normal si les choses ne redeviennent jamais comme avant, parce qu'honnêtement, je ne suis même pas sûr de ce que normal voulait dire. La dynamique avec mes parents a toujours été toxique, et j'ai passé des années à l'ignorer. Aujourd'hui, je réalise qu'il est temps de lâcher prise sur l'idée que les choses puissent un jour être comme je l'aurais souhaité. Beaucoup d'entre vous ont aussi souligné que j'avais peut-être été trop indulgent en supposant que le comportement de mon père était motivé par la culpabilité. En y repensant, je vois que je m'accrochais à l'espoir que, peut-être, juste peut-être, ces actes étaient dictés par le remords et qu'ils pouvaient changer. Vous aviez raison, la culpabilité n'excuse rien, et encore moins des années de manipulation, de favoritisme et de contrôle émotionnel. Peu importe à quel point il peut se sentir coupable, cela n'efface pas le mal qui a été fait, ni ne signifie que je dois lui pardonner aussi facilement. En même temps, j'ai compris que j'avais besoin de clôturer ce chapitre de ma vie, que cela mène à une réconciliation ou non. J'ai donc décidé de rencontrer mon père. C'était quelque chose que je ressentais comme nécessaire, non pas pour eux, mais pour moi. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite remarqué qu'il n'était plus le même homme que celui que j'avais appris à craindre. Il avait l'air épuisé, presque abattu, et pour la première fois de ma vie, il semblait réellement plein de remords. Il ne m'a pas dit « je suis désolé » dans ces termes exacts, mais il s'est excusé pour la façon dont les choses s'étaient passées avec le mariage et pour la manière dont ma mère et Sarah m'avaient traité. Il m'a même dit qu'il avait parlé à certains membres de la famille pour leur demander d'arrêter de me harceler, ce qui a été un petit soulagement. Mais ensuite, il a fait quelque chose qui m'a totalement pris au dépourvu, il a essayé de me rendre l'argent. Il a sorti le même chèque que je lui avais envoyé pour couvrir les frais du mariage et me l'a tendu en me demandant de le reprendre. Il a dit que lui et ma mère en avaient discuté et qu'il voulait arranger les choses. Cette fois, j'étais prêt. Je lui ai dit aussi clairement que possible que je ne reprendrais pas cet argent. J'ai expliqué que ce n'était pas une question d'argent, mais de tout ce qui s'était passé au fil des ans, de la manière dont il m'avait toujours traité comme une option secondaire et de l'impact émotionnel que cela avait eu sur moi. J'ai précisé que reprendre cet argent ne réparerait rien et que ce n'était plus une simple transaction financière, tout comme le supposé chèque de 100 000 $ qui n'avait été mentionné qu'après que tout ait éclaté. J'ai vu la frustration dans ses yeux lorsque j'ai refusé. C'était comme s'il ne savait plus quoi me proposer. Dans son esprit, rendre l'argent était sa façon de dire pardon,
mais ils ne comprenaient pas que le problème allait bien au-delà de cela. Ils ne voyaient pas que le mal causé ne pouvait pas être effacé par un simple chèque. Après mon refus, il est resté silencieux quelques minutes avant de me dire qu'il ne voulait pas me perdre. Il a reconnu que la situation était devenue incontrôlable et qu'il ne voulait pas voir notre famille se briser. J'ai vu qu'il essayait d'être sincère, mais même à ce moment-là, j'ai compris que je ne cherchais pas la réconciliation de la même manière que lui. Je ne voulais pas retourner en arrière ni faire semblant que tout pouvait redevenir comme avant. Ce dont j'avais besoin, c'était d'espace, une vraie rupture avec cette dynamique qui avait défini notre relation depuis si longtemps. Je lui ai donc dit que j'avais besoin d'une pause avec la famille et que, bien que cette rencontre ait été importante, elle ne changeait pas grand-chose. J'ai expliqué que je n'étais pas prêt à tout pardonner d'un coup et que j'avais besoin de temps pour guérir à ma manière. Il ne m'a pas contredit, ce qui m'a surpris. Il s'est contenté d'hocher la tête et de dire qu'il comprenait. Il n'a pas essayé de me convaincre de revenir ni de me dire que j'exagérais, comme il l'avait fait par le passé. D'une certaine manière, c'était peut-être une forme d'excuse plus sincère que tout ce qu'il aurait pu dire. Peut-être que cela ne règle pas nos problèmes, mais au moins, cela m'apporte une forme de clôture. Si rien d'autre ne se passe, alors ce sera ma dernière mise à jour. Mise à jour 4. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je n'avais pas répondu aux proches qui avaient pris le parti de mes parents. En réalité, je l'ai fait, mais ces conversations n'en valaient pas la peine. À chaque membre de la famille qui essayait de me convaincre que j'étais dramatique ou ingrat parce que mes parents avaient fait tant pour moi, j'ai posé une seule question, comme quoi. Honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à dire sur ces interactions, c'était juste plus de la même chose. Mais comme je l'ai dit, je voulais faire une mise à jour s'il se passait quelque chose de réellement nouveau, et nous y voilà. Mes parents ont encaissé le chèque. Et même si cela pourrait sembler être une raison de s'énerver, ce n'est pas le cas. En réalité, je préfère que tous les liens financiers avec eux soient définitivement réglés. S'ils estiment que je leur devais réellement l'argent du mariage, alors qu'ils le prennent. Avec cela, j'espère enfin tourner cette page pour de bon. Cependant, avec ma famille, rien ne se termine jamais vraiment, surtout lorsqu'il s'agit de favoritisme. J'ai récemment appris que ma sœur avait des difficultés à tomber enceinte et qu'elle avait apparemment commencé un traitement de fertilité. En soi, ce ne serait pas inhabituel, mais étant donné l'historique et le timing, tout cela semble suivre un schéma bien précis. Je n'ai aucune preuve concrète que mes parents ont décidé de payer le traitement de Sarah, mais le fait qu'ils aient encaissé mon chèque à ce moment précis est, pour le moins, suspect. Après quelques recherches, j'ai découvert que ces traitements peuvent coûter entre 15 000 et 30 000 $, voire plus, selon le processus et l'endroit. Et sachant que Sarah a toujours été financièrement dépendante de mes parents, il serait tout à fait logique qu'ils prennent en charge ces frais. Ne vous méprenez pas, quand j'ai donné ce chèque à mes parents, c'était dans l'intention de régler mes dettes. Je n'ai aucun problème avec le fait qu'ils utilisent cet argent comme ils le souhaitent. Mais sachant que, quelques semaines plus tôt, mon père semblait plein de remords et voulait me rendre l'argent, cela ressemble encore une fois à un de leurs jeux. Ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas l'argent en soi, mais le fait que le même schéma se répète encore et encore. Cette situation est un rappel constant de toutes les fois où j'ai été mise de côté au profit de Sarah. Alors, après en avoir discuté avec Tom et après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire, partager mon histoire publiquement. Mon oncle, qui m'a déjà confié son propre vécu de manipulation et de contrôle au sein de la famille, me soutient totalement. Nous avons décidé de publier une lettre sur mes réseaux sociaux, détaillant tout ce qui s'est passé, de mon point de vue et du sien. Ma partie de la lettre racontera toute mon histoire, la façon dont j'ai été traité durant mon enfance, la manipulation émotionnelle et financière, et tout ce qui m'a amené à prendre cette décision. Mon oncle partagera également son expérience, expliquant comment il a lui aussi été victime de ce type de comportement et comment il a subi les conséquences de son refus de céder à la pression familiale. Je n'ai pas pris cette décision à la légère. Je sais qu'en rendant cette histoire publique, je vais probablement recevoir une vague de réactions, et elles ne seront pas toutes positives. Mais je suis fatigué, alors si le reste de la famille veut continuer à soutenir mes parents, libre à eux, je ne veux plus aucun contact avec eux de toute façon. Une fois qu'ils auront lu ce que nous avons à dire, je les bloquerai et je continuerai ma vie. Il y aura probablement une dernière mise à jour après celle-ci, pour partager les réactions et les conséquences de cette décision. Mise à jour 5. Voici, je l'espère, ma dernière mise à jour sur toute cette histoire. Il y a 2 semaines, nous avons publié la lettre contenant mon témoignage et celui de mon oncle. Les réactions ont été rapides, apportant avec elles quelques révélations et, d'une certaine manière, un sentiment de soulagement. Pour commencer, j'ai eu la confirmation que mes parents ont bel et bien payé le traitement de fertilité de ma sœur. Ce n'est pas une surprise, bien sûr, mais obtenir une confirmation publique, grâce aux commentaires en réponse à la publication, m'a permis de voir la réalité en face, sans plus aucun doute.
C'est triste de constater à quel point le favoritisme est ancré et à quel point il est évident pour tout le monde. Mais cela me confirme aussi que je ne suis pas folle et que je n'ai pas imaginé tout ce que j'ai vécu. La réaction des membres de la famille a été, sans surprise, prévisible. La majorité a pris le parti de mes parents, justifiant leurs actions de toutes les manières possibles et répétant encore et encore les mêmes excuses. Même face à des preuves de manipulation et de favoritisme, la toxicité semble couler dans les veines de cette famille. Pour eux, mes parents ne peuvent pas être aussi mauvais, et il y a toujours une explication pour les dédouaner. Certains ont même eu l'audace de prétendre qu'ils avaient fait tout cela pour mon bien, pour m'apprendre à être plus forte. Cependant, j'ai aussi reçu différents types de messages. Quelques excuses sont arrivées, ainsi que quelques commentaires plus neutres de proches qui ne prenaient pas parti, peut-être comprenaient-ils un peu mieux d'où venait ma douleur, bien que ces messages aient été tout au plus tièdes. Cela dit, il y a eu très peu d'exceptions, et la grande majorité reste loyale envers mes parents et ma sœur. Mes parents ont également réagi, mais de manière très différente. Mon père a tenté de répondre à certains points de mon histoire, admettant partiellement certaines erreurs, mais en utilisant toujours des excuses pour minimiser les véritables dégâts. Pendant ce temps, ma mère et ma sœur sont restées fidèles au même vieux discours, affirmant que tout cela avait été une leçon nécessaire. Je leur ai posé une question simple: quelle était la leçon derrière le fait de donner 400 000 $ à ma sœur, soit bien plus que les 100 000 $ que j'étais censé mériter en apprenant cette fameuse leçon? Parce que, d'après moi et d'après beaucoup de ceux qui ont lu mon histoire, celle qui avait besoin d'une leçon sur l'effort et la responsabilité, c'était ma sœur, pas moi. J'attends toujours une réponse, mais je doute d'en recevoir une. Ma famille n'a pas changé et ne changera pas, mais j'ai enfin réussi à me libérer d'un poids. La vérité est désormais au grand jour, libre à chacun d'y prêter attention ou de l'ignorer. Mise à jour 6. Cela fait 2 ans depuis ma dernière mise à jour, et cette fois, j'apporte enfin des nouvelles plus heureuses et positives. Au fil de ces années, j'ai appris à vivre avec la distance que j'ai instaurée avec ma famille et à construire ma propre vie. Beaucoup de personnes dans les commentaires m'avaient conseillé de prendre mes distances avec ma famille en raison de leur toxicité, et plusieurs avaient également mentionné que si la toxicité était une tradition familiale, il valait mieux que ma sœur ne la transmette pas à la génération suivante. Et, contre toute attente, c'est précisément ce qui semble s'être produit. La grande nouvelle, c'est que tandis que ma sœur continue à rencontrer des difficultés, je suis enceinte, déjà de 3 mois. C'est une nouvelle merveilleuse pour mon mari, sa famille, mes amis, et bien sûr mon oncle, qui m'a soutenu sans condition tout au long de cette épreuve. C'est incroyable de voir à quel point cette annonce a apporté de la joie et de l'amour dans ma vie, surtout après des années à me sentir mise de côté par ma propre famille. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, cette nouvelle n'a pas été bien accueillie par mes parents ni par ma sœur, ce qui, malheureusement, n'a rien de surprenant. Ma sœur, qui essaie de concevoir un enfant depuis longtemps, n'est pas du tout heureuse. Elle a dit du mal de moi et de mon futur bébé, ce qui, je suppose, ne surprend personne ici. Quant à mes parents, ils ne sont pas ravis non plus, puisqu'ils continuent à financer tous les traitements possibles et imaginables. Je n'ai toujours aucun contact avec eux ni avec la plupart de ma famille, et cela restera ainsi. Je ne veux pas qu'ils tentent de faire partie de ma vie ou de celle de mon enfant. Cette fois, c'est moi qui veux donner une leçon claire et simple: si vous traitez les gens avec favoritisme, ne vous attendez pas à ce qu'ils vous laissent entrer dans leur vie lorsque de bonnes choses leur arrivent. Je sais que mon histoire n'est ni la plus typique ni la plus joyeuse, mais je voulais partager cette lueur d'espoir. Malgré les années de manipulation, de jalousie et d'éloignement, je sais maintenant que je peux bâtir ma propre vie, une famille fondée sur un véritable amour et un soutien sincère. Mon histoire, aussi compliquée et amère qu'elle ait pu être, m'a prouvé qu'en dépit des épreuves et du poids écrasant d'une famille toxique, la vie peut encore nous surprendre avec de belles choses. Alors, voilà cette bonne nouvelle, et j'espère qu'au milieu de toutes les histoires difficiles et des mises à jour tristes que l'on peut lire sur Reddit, cette petite joie apportera un peu de lumière. Tout n'est pas perdu, et oui, malgré tout, de bonnes choses peuvent encore arriver.